On a tous ces moments où notre esprit s'évade. En pleine réunion, dans le métro, juste avant de s'endormir. On imagine des trucs, des scénarios. Mais la question c'est, à quoi ça sert tout ça? C'est juste du bruit de fond, une distraction, ou est-ce que ça dit quelque chose de vraiment profond sur qui on est? C'est exactement la question de fond. Aujourd'hui, on va plonger dans une réflexion qui vient d'une discussion spirituelle et qui aborde précisément ça, la nature de notre imagination. L'idée, c'est que nos pensées les plus folles, nos rêves, ils sont pas si aléatoires que ça. Ah bon? Non. Ils seraient en fait le reflet direct de notre caractère, de nos convictions, de ce qui nous anime au fond. D'accord, donc l'objectif, si je suis bien, c'est de décrypter un peu ce monde intérieur, de voir comment ce qui nous préoccupe au quotidien sculpte notre imagination, et surtout, est-ce qu'on peut, à l'inverse, s'en servir, utiliser notre imagination pour devenir, une meilleure version de nous-mêmes. C'est tout à fait ça. C'est un voyage au cœur de notre machine à penser, si on veut. Et pour nous guider, la source nous donne une phrase choc, qui est le point de départ de tout. C'est simple, mais redoutable. Une personne a la valeur de ses rêves. Attendez, une personne a la valeur de ses rêves. C'est à la fois magnifique et un peu intimidant, non? Si on a des rêves, disons, plus modestes, ou si on a du mal à rêver en grand, ça veut dire qu'on a moins de valeur? Ça met une sacrée pression quand même, hein? C'est une interprétation, oui. Mais la source l'explique moins comme un jugement que comme un diagnostic. Elle parle du calibre de l'imagination. Prenez quelqu'un dont la seule obsession, c'est l'économie, les marchés financiers. Son imagination va être remplie de graphiques, de chiffres, de cours de la bourse. Exactement. Un monde mental très technique. Ou alors, quelqu'un d'autre dont le moteur, c'est la recherche du plaisir immédiat. Son imagination sera un film constant de ses délires. C'est ça. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est juste un miroir. Un miroir de nos préoccupations. Si je passe ma journée à stresser pour un projet au boulot, il y a de fortes chances que mon imagination tourne en boucle là-dessus le soir. Précisément. La source le dit comme ça. La préoccupation d'une personne détermine ses pensées et ses pensées façonnent son imagination. Le lien est direct, tu vois. On connaît tous des histoires de grands idéalistes dont les rêves se sont fracassés contre la réalité. Ils n'ont pas ressenti de déception? C'est une excellente objection. La nuance est subtile. La déception dont parle la source, ce n'est pas l'échec concret du projet. C'est, un vide intérieur. Ah, d'accord. Un rêve noble, même s'il n'aboutit pas, il a nourri l'âme, il a donné un sens, une direction, il a élevé la personne. À l'inverse, une chimère, une obsession futile, même si on l'atteint, elle laisse souvent un goût amer, un sentiment de tout ça pour ça. Pas déçu par le rêve lui-même, mais par sa nature. Si notre imagination est ce fameux miroir, alors la question c'est comment on le polit? Qu'est-ce qui fait qu'une imagination est riche, élevée, et une autre plus limitée? C'est inné ou ça se travaille? La source est très claire là-dessus. Ça se travaille, ça se nourrit. L'imagination, ce n'est pas une faculté qui flotte dans le vide, elle a des racines. Le texte en identifie plusieurs. La première, c'est la foi, au sens large. C'est-à-dire? Un cadre de pensée qui inclut le non-visible, le spirituel, la croyance en Dieu, méditer sur la vie après la mort, tout ça ouvre des horizons que le pur matérialisme, il ne peut pas attendre. Ça élargit le terrain de jeu en quelque sorte. Exactement. La deuxième fondation, c'est ce que la source appelle le monde intérieur. C'est la profondeur de nos émotions, notre capacité à la contemplation, le fameux tefakkur. C'est la différence entre voir un paysage en se disant « c'est joli » Et prendre le temps d'observer vraiment comment la lumière change, comment le vent bouge une feuille. C'est une observation active, profonde. Plus ce monde est riche, plus la palette de couleurs de notre imagination est vaste. et la troisième, C'est le savoir, la connaissance, la sagesse, la culture générale. L'imagination de quelqu'un qui a lu des centaines de livres ne peut pas être la même que celle de quelqu'un qui ne s'est nourri que d'un seul type d'infos. le paysage mental s'enrichit, se complexifie. C'est intéressant ces trois piliers, mais est-ce qu'ils fonctionnent toujours ensemble? On peut avoir une imagination très riche, beaucoup de savoir, mais peu de profondeur de cœur. C'est une question fondamentale, et la réponse serait probablement oui. On peut imaginer un architecte de génie capable de concevoir des mondes incroyablement complexes. Mais sans âme, sans chaleur. Voilà, une prouesse technique qui ne touche personne. Les trois fondations, foi, cœur et savoir, doivent s'équilibrer. L'une sans les autres, ça donne une imagination soit désincarnée, soit naïve, soit sèche.
Tout ça donne l'impression qu'on est les architectes de notre monde intérieur. Mais est-ce qu'on est vraiment aux commandes? Je veux dire, qui n'a jamais eu une pensée complètement absurde, voire dérangeante, qui surgit de nulle part? On ne choisit pas toujours ce qui nous traverse l'esprit. Et pourtant, la source fait une affirmation assez radicale là-dessus. Elle dit « Si une personne le souhaite, elle peut garder sous contrôle son monde de pensée et d'imagination. » Complètement contre-intuitif, comment on fait ça? On peut pas juste mettre un panneau « Entrée interdite » à la porte de notre cerveau? Non, bien sûr, la nuance est cruciale. Il ne s'agit pas de devenir imperméable, c'est impossible. La source compare ses pensées involontaires à des flèches de Satan. L'idée n'est pas de construire un mur pour les arrêter, mais de développer une sorte d'art martial mental. Un art martial mental, j'aime bien l'image. C'est ça, on apprend à voir la flèche arriver, à la reconnaître pour ce qu'elle est, une pensée intrusive, pas ma pensée profonde, et à l'esquiver, ne pas s'y accrocher, ne pas la nourrir. Pour moi, c'est souvent la chanson qui reste en tête toute la journée et qui refuse de partir pendant un moment important. C'est de ça qu'on parle. C'est une excellente analogie. C'est exactement ce genre de mécanisme. Et la source propose une sorte d'hygiène de vie pour l'esprit. En gardant ses sens propres, on garde son imagination propre. C'est-à-dire, Il y a un lien direct entre ce qu'on choisit de regarder, d'écouter, de lire, et ce qui finit par meubler notre espace mental. C'est pas une question de censure, mais de nutrition. on choisit bien ce qu'on mange pour notre corps. L'idée, c'est de faire pareil pour l'esprit. C'est intéressant.